Et donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes Thibaut et Maureen, les étudiants du master production audiovisuelle et éditorialisation ici à la Sorbonne Nouvelle. Donc, bienvenue à cette table ronde qui s'intitule Les œuvres de patrimoine sous le prisme du mouvement MeToo. Donc, on organise cette table ronde déjà dans le cadre de la semaine Arts et Médias, donc, qui a lieu là toute cette semaine de mars. Et puis aussi dans le cadre de notre cours qui s'appelle Le cinéma et l'audiovisuel du monde d'après. Donc un cours enseigné par Madame Kira Kitsopanidou qui vise à nous donner les clés pour mieux comprendre le paysage audiovisuel français actuel et comment il va fonctionner, comment il va évoluer dans le temps. Donc vous êtes là pour ça. Donc pour échanger avec nous, nous avons donc Béatrice Boursier, directrice générale du SCAR, donc syndicat des cinémas d'art, d'essai et de répertoire. Florence Tissot, membre du CA du collectif 50-50 et commissaire d'exposition à la Cinémathèque. Et enfin, nous avons Marie-Noëlle Dana, donc scénariste et critique de cinéma, qui nous a gentiment rejoint à la dernière minute suite à l'annulation d'Alice Girard, productrice chez Rectangle Productions. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez ajouter peut-être quelques mots sur vos fonctions et puis votre rapport au film de patrimoine en général. Oui, je vais peut-être préciser ce qu'est le SCAR, le syndicat des cinémas d'art et d'essai. Donc, c'est un syndicat qui regroupe 450 cinémas en France, dans toutes les régions, qui sont des cinémas indépendants et art et essai, comme le nom l'indique, et qui sont situés dans tous les types de villes, grandes, moyennes, petites, et qui participent à ce maillage du territoire que sont les salles de cinéma d'art et d'essai, car en France, on a voilà, la chance d'avoir énormément de salles qui sont voilà, qui permettent une éditorialisation des films et de montrer des films d'auteur, même si ce terme est voilà, est remis en question. Mais quand même des films voilà, d'auteurs et des films d'auteurs qui deviendront aussi les grands auteurs de demain. Il y a une mission aussi disons de découverte et ce sont les salles aussi qui programment les films du répertoire, puisque c'est voilà, c'est un peu aussi la mission de ces salles d'avoir une programmation diversifiée, à la fois des films d'auteurs, des films de répertoire, des films jeunes publics également. Il y a énormément de travail sur le jeune public, qui est le public de demain, qui est réalisé dans ces salles, et des programmations qui sont individuelle, comme le disait Corinne Ondiasso précédemment, qui est l'une de nos adhérentes au Balzac, c'est que la plupart de ces cinémas programment eux-mêmes et éditorialisent leur programmation, et ce sont des lieux voilà, comme d'échanges, de débats, où énormément de débats, de rencontres sont organisés avec le tissu local, qui peut être associatif, mais aussi des réalisateurs et des membres des équipes de films. Merci beaucoup. Florence? Alors, moi, je travaille à la Cinémathèque française, donc qui est une institution qui a été créée dans les années 30, une archive, donc le lien avec les films de répertoire sont assez évidents. Et je suis aussi co-administratrice du collectif 50-50, donc qui est une association de professionnels du cinéma et de l'audiovisuel qui œuvrent pour plus d'égalité et d'inclusion dans ces deux secteurs. Donc il y a plusieurs actions qui sont développées. Donc ça peut être voilà, par exemple un programme de mentorat qui met en relation des jeunes sans réseau avec des professionnels qui sont déjà bien établis voilà, dans ces secteurs. C'est aussi la mise à disposition d'un annuaire inclusif aux recruteurs pour qu'ils dépassent un peu leurs habitudes et qu'ils embauchent aussi des professionnels qui sont issus de différents milieux et plus féminins. Il y a la production d'études chiffrées, donc beaucoup sur la parité devant, derrière la caméra et puis dans les grandes instances de légitimation du cinéma que sont les festivals ou les Césars, mais bon, pas que. Donc c'est une sorte d'observatoire de la profession, mais aussi un levier de discussion avec les pouvoirs publics, puisqu'on travaille avec les pouvoirs publics, d'autres associations de professionnels, des syndicats de professionnels. Et puis, il y a aussi tout un travail qui est fait auprès de la communauté des adhérents, des adhérentes, puisque voilà, l'association est constituée d'une petite équipe de permanentes,
donc en l'occurrence 3 salariés et une freelance, de 14 donc administratrices bénévoles, et de environ 1200 membres qui adhèrent voilà, chaque année. Et donc, vis-à-vis de ces membres, on propose des séances de ciné-club, des afterworks, des matinées, des ateliers pour qu'ils et elles puissent se rencontrer et puis nous rencontrer aussi. Voilà. Et puis, tout au long de l'année, donc, qui est très rythmé par des grandes dates que sont voilà, la Berlinale, l'AG de l'association, Cannes, les Assises. Eh bien, les administratrices sont invitées régulièrement, comme là aujourd'hui, à intervenir voilà, sur les sujets que l'association voilà, porte. Voilà, donc différents sujets, mais voilà, notamment les VHSS, puisque voilà, évidemment, ces dernières années, elles ont pris beaucoup de place dans les débats. Mais même si, en fait, dès le départ, le collectif avait fait le lien, la corrélation entre les questions d'égalité et les VHSS, puisque les violences génèrent aussi beaucoup de renoncements, de dissuasion, de carrières plus courtes ou moins prestigieuses. Donc les liens, évidemment, entre ces deux sujets étaient faits dès le début. Voilà. Merci beaucoup. Et puis Marie-Noël. Donc je m'appelle Marie-Noël Danache, je suis scénariste, je suis franco-américaine, je suis critique de cinéma, j'écris principalement sur bande à part. Je suis venue ici l'année dernière dans le cadre d'une table ronde sur la place des femmes au cinéma. À l'issue vers la fin de cette table ronde, ce qu'on a amené comme grand angle, c'est le fait que la place des femmes, elle est le reflet immédiat de la place d'une représentation plus large de manière générale dans le cinéma, dans le paysage audiovisuel, de ce qu'on appelle les minorités, qu'il faut absolument arrêter d'appeler les minorités. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore? Quant à la place du patrimoine, en tant que critique de cinéma, je me retrouve à regarder des films anciens, des films restaurés, des films qui ressortent, et puis à me poser évidemment la question de ce qui est admissible aujourd'hui ou pas, ce qui est ok ou pas, ce qui est complètement lunaire ou pas aujourd'hui. Et puis je m'intéresse aussi beaucoup à la Gen Z et à votre génération et au regard que votre génération va porter et porte sur ce cinéma patrimonial qui porte bien son nom. Et voilà, je sais pas ce que je peux dire d'autre. Je suis arrivée à la dernière minute, on m'a appelé, j'étais en train de manger ma soupe. Donc voilà, je viens remplacer Alice Girard qui est irremplaçable. J'ai beaucoup de pression sur mes épaules parce qu'Alice Girard, c'est une grande productrice. Et que voilà. Merci Jacques. Merci beaucoup. Merci. On va faire une rapide présentation du sujet de cette deuxième table ronde. Donc, l'une des questions centrales, c'est: une œuvre de patrimoine doit-elle disparaître parce que son auteur ou un de ses interprètes est accusé de violences sexuelles ou sexistes, donc les VHSS? Nous souhaitons débattre autour des enjeux de la cancel culture et de la sauvegarde d'un cinéma de patrimoine. Nous parlerons donc de films problématiques pour faire le lien avec la première table ronde. Donc rapidement, un film de patrimoine, on peut le définir d'après le CNC comme un film sorti il y a plus de 20 ans, mais l'acceptation commune entend que c'est un film qui a plus de 10 ans et qui a une importance dans l'histoire culturelle. Par rapport au concept de cancel culture, on veut rappeler que c'est une expression qui est originaire de la droite américaine, adoptée par les néoconservateurs français, qui est un terme plutôt péjoratif et polémique. Laure Murat, dans son livre Qui annule quoi, nous rappelle que c'est un terme qui a été donc adopté par les néoconservateurs pour un peu disqualifier les interpellations des progressistes. Dans notre table ronde à nous, cette expression de cancel culture, on la définit comme l'invisibilisation d'une œuvre suite à la suspicion ou à la condamnation de violences sexuelles ou sexistes d'un professionnel engagé sur un projet ou sur un projet contenant des violences sexuelles ou sexistes. On a pensé cette table ronde en 3 temps. Un premier autour de la thématique « L'invisibilisation d'une œuvre, une nécessaire réparation ». Un deuxième sur
Critique de l'invisibilisation, le risque d'une censure contre-productive. Et enfin, comment accompagner les présentations des films abîmés pour protéger le public. Et à la fin, on fera une conclusion et on donnera la parole à la salle s'il y a des questions. Pour commencer, donc, l'invisibilisation d'une œuvre, une nécessaire réparation, la cancel culture. Voilà, donc depuis MeToo, la question de la visibilité des œuvres donc problématiques vraiment pose question et cause le débat. Je voulais commencer par directement vous demander quelle est votre position vous, sur ce concept de boycotter comme ça les œuvres ou les artistes. Qu'en pensez-vous? Oui, alors effectivement, bon, déjà, bon, je représente les salariés essais, donc chacun aussi, voilà, a une conception des choses et doit, bon, en son âme et conscience, prendre, voilà, des décisions. Alors, on va parler peut-être d'exemples concrets. C'est vrai que, alors. Là, dans l'histoire du cinéma, il y a certaines personnes qui ont été évidemment accusées, enfin certains auteurs ou certains comédiens qui ont été accusés de violences sexuelles et sexistes. Bon, il y a l'exemple évidemment de Polanski, il y a en ce moment de Depardieu, il y a voilà, mais il y en a pas non plus des tonnes. Après, des choses qui sont montrées dans des films qui sont du male gaze de toute façon parce que un certain nombre de femmes et d'œuvres de femmes ont été invisibilisées ou avaient moins de possibilités aussi de réaliser des films. Il y en a, voilà. Donc effectivement, le tout, je pense que c'est d'avoir de la nuance et en tout cas de ne pas pouvoir, enfin de pouvoir au moins contextualiser les choses. Alors, choisir de ne pas montrer telle œuvre, par exemple, là, bon, on a l'exemple du dernier tango à Paris, enfin, c'est drôle, on avait participé à une table ronde au Festival Lumière à Lyon sur le même sujet, et j'avais donné cet exemple en me disant que c'était impossible aujourd'hui de montrer cette œuvre, au moins sans la contextualiser, mais si, il y en a qui ont pensé, mais bon, en tout cas, dire que, effectivement, choisir de ne pas montrer une scène, enfin un film, quel qu'il soit, parce qu'il y a une scène de viol en direct, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui pourront partager cet avis, et au moins choisir de montrer une œuvre en disant, voilà, parce que toutes ces raisons, voilà, par ces raisons et par ces raisons, je veux la montrer, mais je sais, enfin, sachez que mon public, voilà, il y a une distance, enfin, à faire avec ça. Après, voilà, il y a aussi, il faut être, comment dire, chaque œuvre et chaque cas est différent. Il faut pouvoir effectivement traiter les choses comme, enfin, avec ces critères et les comment dire. Et comment, enfin, et aussi pouvoir les accompagner pour son public. Mais par exemple, je me souviens aussi du déjeuner sur l'herbe où à un moment donné, il était bon, il y a pas mal de personnes qui se demandaient pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas une scène de viol justement et est-ce qu'on devait montrer le déjeuner sur l'herbe. Bon, il se trouve que je sais pas qui a revu ce film récemment. Partie de campagne, non Une partie de campagne, qu'est-ce que je raconte? Je confonds avec le tableau. Une partie de campagne. Bon, effectivement, la scène, bon, pour beaucoup de personnes qui l'ont vue récemment, ne porte pas à interprétation négative. Donc voilà, je pense que après la question de l'invisibilisation, on peut effectivement choisir de ne pas montrer certaines œuvres au profit d'autres œuvres. On a toujours le choix. Effectivement, entre ne pas montrer une œuvre qui nous dérange parce qu'elle montre et par le fait que son réalisateur ou un de ses comédiens est mis en cause, et montrer un autre film au profit, par exemple, de films réalisés par des femmes qui ont été invisibilisées, ou des films, voilà, avec lesquels on est plus en accord dans ce qu'ils montrent. Après, ce qui est compliqué aussi dans les films du patrimoine, c'est que effectivement, comme je disais, bon, la plupart des films ont été réalisés, enfin qui nous sont montrés aujourd'hui comme œuvres du patrimoine, ont été réalisés par des hommes avec des propos, des idées, qu'on accepte plus forcément aujourd'hui. Alors effectivement, il faut
toujours conceptualiser, et puis savoir aussi faire confiance aussi peut-être à un public adulte pour dire que oui, bah, c'était l'époque, et à l'époque on pouvait penser comme ci ou comme ça, même si le rôle des femmes était complètement mineur, et qu'elles tenaient pas les rôles principaux, que les beaux rôles étaient interprétés, étaient des hommes, enfin des rôles d'hommes. Mais après, il y a une question aussi, c'est ce qu'on transmet au jeune public. Est-ce qu'on leur fait confiance aussi pour que, effectivement, ils sachent, voilà, interpréter et se dire qu'aujourd'hui, non, c'est plus possible de voir ce genre de choses, ou il faut quand même les accompagner, enfin, je veux dire, la vision des œuvres par aussi un discours en disant, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce personnage féminin ou de ce personnage Ce sera justement masculin. le sujet de la troisième partie. Pardon, On va bon, voir- j'anticipe. Non, mais vous avez totalement raison. Et puis, on va voir en Marine Noël, France, si vous partagez le même avis, est-ce qu'il y a des nuances? Vas-y, je suis pas très nuancée moi comme vie, donc non, vas-y. Je vais. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant que vous posiez la question de la cancel culture, parce que je trouve qu'on en entend parler souvent de manière très caricaturale ou très manichéenne, et qu'il est rarement fait question des origines en fait, de ce mouvement contestataire et de ses objectifs. Et qu'il est souvent question d'un discours très, je sais pas, très simplificateur et très, voire diabolisant en fait, par rapport à ce qui serait un courant radical qui mettrait en péril notre patrimoine et notre identité, comme si on pouvait faire en sorte qu'une œuvre ou une personnalité puisse ne plus exister du tout, et qu'on n'en ait plus du tout de souvenir. Et donc, moi, personnellement, par rapport à la cancel culture, j'ai un peu du mal à voir ça comme des adversaires qu'il faudrait combattre, ou vis-à-vis desquels il faudrait, je ne sais pas, être courageux. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant d'aller resignifier, en fait, ce qui n'est, comme vous l'avez un peu dit, en fait, ce qui n'est qu'une étiquette, en fait, qui a été beaucoup brandie au moment du déboulonnage des statuts de personnalité historique liés donc à l'esclavagisme et à la colonisation. Or, ce déboulonnage, enfin, bon, j'en fais pas, quoi qu'on en pense, j'en fais pas ni la critique ni l'apologie ici, mais le déboulonnage n'efface ni les personnalités historiques ni l'histoire. En fait, elle pose la question de leur place dans l'espace public, et puis et par là même interroge en fait l'histoire officielle. Et peut-être que de la même manière, celles et ceux qui aujourd'hui remettent en question la manière dont l'histoire artistique est transmise, ne demandent pas à ce qu'un film soit totalement effacé de la mémoire collective, puisqu'ils savent aussi, ils et elles savent que ce n'est pas complètement possible, et que peut-être que la question est un petit peu plus complexe. Et je trouve que c'est intéressant de parler de la cancel culture et surtout des discours qui vont dessus, parce que c'est aussi l'occasion de se poser la question de où finalement est le manque de nuances, où est un peu le manque de recul historique ou d'absurdité, parce que finalement l'absurdité elle ne réside pas tant dans le fait de je sais pas moi, de demander à ce que Woody Allen n'existe plus. Enfin, l'absurdité, elle réside plus dans le fait de faire croire qu'une telle demande existe. Et en fait, bon, avec ou sans statut, ou avec ou sans tapis rouge, je ne sais pas trop comment dire, en fait, les auteurs et les films continueront à être dans les livres d'histoire de cinéma, continueront à être dans la mémoire collective. Donc, je trouve que la question, elle est plus... quand on pose la question de la cancel culture dans ce genre de débat, elle est pas tant dans... est-ce qu'il faut faire rentrer Polanski dans l'histoire patrimoniale, en fait, puisqu'en fait, il y est déjà. Mais plutôt, en fait, je pense la demande ou les débats, ils tournent plutôt autour de l'idée de la commémoration. C'est-à-dire, en fait, l'idée d'un hommage qui serait fait sans, je sais pas, en étant totalement muet sur certains pans de la personnalité d'un auteur ou de son œuvre, ou très euphémisant, je ne sais pas.
Donc c'est vraiment la question derrière la question de la cancel culture, c'est plutôt ce qui est mis en débat, c'est plutôt en fait l'idée de consécration. Et derrière la consécration, en fait, quelle idée, en fait, je sais pas, quelle idée de Benoît Jacot, par exemple, eh bien on entretient dans le souvenir, ou quelle idée voilà, de Jacques Doyon on entretient pour la postérité, par rapport à la question de l'inspiration, par rapport à la question de l'influence, c'est-à-dire est-ce qu'on veut que, je ne sais pas, oui, Woody Allen, par exemple, ne reste qu'une référence respectable, en fait, dans l'histoire, ou est-ce qu'on veut qu'il soit, je ne sais pas, une source d'inspiration, ou que, oui, Maurice Pialat ne soit qu'une source d'inspiration en matière de direction d'acteur. Donc je trouve que c'est toute une question en fait, plutôt de nuance, de degré ou d'amplitude par rapport à comment on veut qu'une œuvre reste agissante en fait, ou reste prescriptive, ou une partie de l'œuvre reste prescriptive ou agissante. C'est plus, voilà, je pense, voilà, on est plus dans ce genre de nuances-là. Et à mon avis, oui, si on veut que certaines personnalités aujourd'hui mises en cause ou certains films qui sont aujourd'hui voilà, problématiques eh bien, rentrent dans un passé qui soit étudié et qui soit aussi un peu dépassé hein, pour certains des comportements ou de certaines parties des œuvres, je trouve qu'on a intérêt à voilà, les étudier, à étudier comment une œuvre a pu advenir ou quelles sont ses conditions pour perdurer, etc. Et que la culture, bah, par rapport à la cancel culture, la culture, c'est pas juste une compilation ou une accumulation d'œuvres, c'est pas juste une addition d'auteurs, en fait. C'est un processus un peu plus complexe de transmission qui est fait de sélection, de soustraction. Et donc voilà, ça pour dire que je trouve que merci pour cette question, d'avoir posé cette question de la cancel culture, parce que je trouve que ça permet aussi de comprendre que voilà, il n'y a pas voilà, quand on entend des propos qui ont tendance à dire voilà, c'est soit honorer, soit nier l'existence, je pense qu'il y a aussi pas mal de mauvaise foi là-dedans. Merci beaucoup. Et Marie-Noël, est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose? C'est dur de passer après, oui, je le ferai plus. Je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Je pense notamment au livre de Geneviève dont vous avez parlé tout à l'heure pendant la table ronde. Je pense que le début du problème, il est sur cette histoire d'auteur. On parle de cinéma patrimonial et on est en train de se dire que parce que un auteur, principalement, en tout cas pour le cinéma patrimonial, a mal agi ou s'est comporté de telle ou telle manière, son film devrait ne plus être honoré, en tout cas, mis en avant. Et ce que je me dis, c'est que s'il n'y avait pas une telle glorification des artistes, on n'aurait pas à se poser la question en fait de comment on va pouvoir leur faire du mal, comment on va pouvoir nuire ou pas à leur carrière. L'autre chose que je me pose moi comme question, c'est la place du spectateur. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la cancel culture dans ce qu'elle fait de mal, dans ce en quoi elle pourrait nuire à l'artiste, à l'œuvre. Et je crois qu'on vit une époque où, pour la première fois, on est en train de dire que les traumatismes, les événements insupportables ont des conséquences, pas seulement sur les victimes, mais aussi sur le public, sur les spectateurs, et que moi, quand je me retrouve devant un film où d'un seul coup, un môme se prend 14 beignes, une femme se fait violer, un noir se fait tabasser, et ben moi, je ne suis pas bien. Donc on a mis en place là aux États-Unis des trigger warnings, qui ont tous disparu ces 3 dernières semaines puisque la fin du monde est proche. Il me semble que la place du spectateur et des spectatrices, des spectateurs et des spectatrices, des spectatrices, est à prendre en compte dans ces questionnements qu'on a là aujourd'hui. Et
Et je pense pas que ce soit, je pense pas qu'on ait à sous-estimer les cinéphiles et les gens qui vont regarder des films. Ils iront toujours voir des films dans leur propre petite salle obscure. Je pense aussi que, en tant que spectatrice, je vais utiliser un parallèle avec Noir Désir. J'ai grandi avec le groupe Noir Désir. Bertrand Cantat, c'était un héros, c'était le rebelle, c'était le poète, c'était un mec qu'on adulait. Je ne peux plus aujourd'hui écouter de Noir Désir. Et pourtant, quand il est sorti de prison, il a fait son premier concert et j'y suis allée. J'ai dû partir au bout de 15 minutes. Il y a aussi une responsabilité de ce à quoi on donne son temps. Je n'ai pas du tout envie, aujourd'hui, moi, de regarder le dernier tango et de voir cette femme être je cherche le terme en français, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne veux pas assister. C'est pas, voilà, c'est un snuff movie. Le dernier tango, c'est un snuff movie. Je n'ai pas envie d'assister à ça et d'honorer ce cinéma-là. Dans les titres, je me posais la question de la glorification versus le devoir de mémoire. C'est un peu ce que tu disais par rapport à la notion de mémoire et de voilà, on n'enlèvera rien à l'histoire. Les statues qu'on a déboulonnées aux États-Unis ont pas empêché, enfin ça n'empêche pas ni l'esclavage ni le fait que la moitié des États-Unis soient en train de revenir à l'âge de pierre. Le dernier truc que je voulais dire, au-delà du fait que les droits d'auteur de Polanski ou de Benoît Jacot pourraient aller aux associations de victimes, par exemple, quand les films sont diffusés, pour des histoires de devoir de mémoire. Je voulais dire qu'il me semble que ce qui se passe là en ce moment, c'est quand même plus grave que juste une histoire de cancel culture ou quoi ou qu'est-ce. C'est le fait de se poser la question, c'est admettre qu'il y a un problème. Or, aujourd'hui, on est dans une phase, une espèce de lame de fond qui n'est pas terminée et où admettre qu'il y a un problème semble être très, très compliqué pour l'autorité patrimoniale, qui, encore une fois, porte bien son nom. Hein. Il n'y a pas de cinéma matrimonial, il n'y a pas de... Donc, on est en train de parler de cinéma fait par des hommes en majeure partie, immense partie, écrasante proportion. Et je me dis que ce qu'on est en train de poser comme question, en fait, c'est celle de la responsabilité d'un déséquilibre et d'admettre un déséquilibre, d'admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, quand je regarde Les Valseuses aujourd'hui, et pourtant c'est un film que j'ai adoré, ado, je me trouvais hyper sur le fil d'aimer ce genre de cinéma, d'aimer ce genre de regard. Je regarde ça aujourd'hui avec quelqu'un de 20 ans. Franchement, sortez les poubelles et vomissons en cœur, quoi. Il est là le problème, je pense, que si on se dit que c'est pas OK, qu'en fait on admet qu'il y a un problème dans la représentation de certaines parties de la population, dans le pouvoir qu'on a donné à des hommes de faire ou de ne pas faire, eh ben je pense qu'on peut regarder à peu près tout le cinéma, si on admet quel est le problème à la base. Tant qu'on sera dans une espèce de déni là, collectif où il y a heureusement un collectif comme 50-50 qui lui lutte contre plein de choses et puis plein de femmes partout et des hommes aussi et des non-binaires aussi. Mais tant qu'on sera dans cette espèce de truc où genre on sait pas, est-ce que c'est problématique, est-ce que c'est pas problématique, est-ce qu'on va pas leur faire du mal, est-ce que leur le truc, est-ce qu'on va pas ruiner leur carrière? De ce que j'ai vu là pour l'instant, on a ruiné la carrière de personne. J'ai vraiment pas l'impression que la carrière de qui que ce soit ait été ruinée. D'ailleurs, Bertrand Cantat continue à faire des concerts et on a plein de grands réalisateurs et acteurs qui ont fait des
chose innommable et qui continue à bénéficier d'une vie extrêmement, extrêmement confortable. Merci beaucoup, il a été très complète. Voir s'il y avait des réactions sur le moment. On avait passé dans le deuxième temps, mais je ne sais pas s'il y avait des réactions. On passe à la deuxième partie. On a des questions un peu plus thématiques par rapport à vos professions à chacune. Un premier volet sur l'exploitation, mais vous pouvez bien évidemment réagir aux propos. On se posait la question, comment protéger la culture cinématographique comme patrimoine et comment est-ce que les cinémas d'art et d'essai gèrent les controverses liées aux projections des films? Oui, alors là, vous parlez des films du patrimoine ou uniquement des films du patrimoine. Disons que les salles ont une marge de manœuvre dans le choix de programmation qui est quand même pas très importante. C'est-à-dire que la plupart du temps, même pour les œuvres du patrimoine, il y a des distributeurs qui décident de ressortir soit un film, soit une rétrospective d'un auteur ou d'une autrice. Effectivement, quand j'étais aussi au collectif 50-50, c'était une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'était de savoir quelle était la part de films aussi réalisés par des femmes et des hommes qui ressortaient et surtout qui bénéficiaient aussi d'une aide du CNC pour ressortir dans des conditions d'aujourd'hui, c'est-à-dire déjà une numérisation. Effectivement, il y avait que 7 à 10% de films par an qui étaient numérisés, qui étaient réalisés par des femmes. Et heureusement qu'on a Agnès Varda qui a pu gonfler un peu les... Bon, mais... Alors voilà, tout ça pour dire que il y a des choix déjà qui sont faits au préalable par des distributeurs qui choisissent de ressortir des films ou des œuvres. Souvent, il y a peu de... Enfin, aujourd'hui, je pense, il y a peu d'œuvres ou de rétrospectives de réalisateurs qui soit montrent des choses, pas... qu'on n'accepterait plus aujourd'hui, soit auraient été des auteurs de violences sexistes ou sexuelles. Je crois pas, hein, mais bon, si. Restons prudents. Oui, restons prudents, et au contraire, on assiste quand même aujourd'hui à ce qui est proposé. Là, il y a une superbe rétrospective Chantal Akerman, il y a Tanaka, qui est une réalisatrice japonaise qu'on ne connaissait absolument pas en France, qui a été redécouverte et qui a été aussi un peu effacée à son époque par Mizoguchi et qu'on a pu redécouvrir. Donc il y a quand même cet élan-là aussi du choix de distributeur à proposer des œuvres, parce que parmi tout le patrimoine cinématographique, effectivement, on peut faire des choix de ce que on veut montrer ou pas montrer. Donc voilà. Après, il y a des exploitants qui peuvent aussi choisir de faire des rétrospectives eux-mêmes, d'aller chercher des copies de tel ou tel film. Bon. Disons que dans tout ce qu'on montre aujourd'hui, ça peut arriver, mais je pense que je veux dire que la société avance, heureusement, petit à petit. Les exploitants suivent aussi la société et le cinéma en général, les exploitants font partie aussi de modèles, on va dire, qu'est-ce qu'on montre et réfléchir à ce qu'on peut montrer, à ce qu'on peut pas montrer. Après, il y a je pense à la rétrospective Jacques Rosier. Donc il y a un auteur des années 60. Je suis allée revoir, ça y est, excusez-moi, j'ai des problèmes avec les noms, avec ma fille qui a la vingtaine. Un des films de Jacques Rosier qui met en scène. Adieu Philippines. Merci, Adieu Philippines, heureusement que j'ai l'institution à côté. Adieu Philippines. Bon, effectivement, le regard d'une jeune fille d'aujourd'hui sur ce film n'est pas forcément celui que les spectateurs avaient dans les années 60, parce que c'est un type qui essaie de profiter de son été avant d'être mobilisé à la guerre d'Algérie et qui va entraîner 2-3 filles qu'il a rencontrées à Paris en vacances, en Corse ou dans le sud, je sais plus, et il joue un peu avec ces filles qui sont toutes là devant lui et il sort avec l'une et l'autre et les deux le savent. Enfin bon, voilà. Donc tout ça pour dire que
la société évolue et on est aussi responsable de l'évolution de la société et voilà, de ce qu'on montre et de comment après les œuvres aussi sont reçues par les spectateurs et les spectatrices, quoi. Voilà, mais en tout cas, je crois que en ce qui concerne les œuvres du répertoire, c'est vrai que aujourd'hui, il y a quand même une conscience en tout cas des programmateurs et des programmatrices de salles arts et essais pour choisir des films avec lesquels voilà. Et après, par rapport aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur en effet, on va pas, enfin sur la cancel culture, il y a deux choses. C'est effectivement ce dont est responsable l'auteur, qui peut avoir été l'auteur de violences, et ce que montre le film. Dans les films de Polanski, il y a évidemment des films qu'on peut regarder sans problème, sans savoir que son auteur, voilà. Mais c'est une œuvre aussi, qui est une œuvre pas seulement d'un seul homme, et effectivement, il y a des nuances à avoir. Est-ce qu'on va montrer Rosemary's Baby en disant quand même que, voilà, en mettant une petite annotation, voilà, on sait très bien que Polanski a été l'auteur de faits graves, mais on vous montre Rosemary's Baby, voilà. Et comment vont être montrés ou pas les films de Benoît Jacot, où c'est au cœur du film aussi que son système enfin son système est présent, c'est-à-dire voilà le fait, ben oui, et le fait que voilà, il était intéressé par les hommes enfin lui en tant qu'homme de 40 ans, avoir des relations avec des jeunes filles de 14-15 ans, ça lui posait pas de problème, et c'est ce qu'il montre aussi dans ses films, quoi. Donc il y a la double voilà. Et après, il y a la question aussi, est-ce qu'un auteur qui a été condamné, qui a purgé sa peine, a le droit de continuer à faire des films? Et ça, évidemment, voilà, on est quand même... Enfin, moi, personnellement, je suis dans ce cas de figure que les personnes qui ont été condamnées, qui ont purgé leur peine, bon, ont droit à revivre. Après, je pense que c'est compliqué pour eux dans le cadre du cinéma, mais... Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi maintenant une pression du public quant à la programmation des lieux qui sont plus attentifs? Ah ben évidemment, oui, c'est pour ça que... et ce qu'on disait tout à l'heure avec le film Je le jure, alors là, qui n'est pas un film de répertoire, mais qui est une sortie, effectivement, les programmateurs sont en train de se parler entre eux, parce que effectivement beaucoup apprécient le film, mais savent que le réalisateur a été mis en cause, et donc ils se demandent comment sortir le film vis-à-vis de leur public, parce qu'ils ne peuvent pas voilà, le sortir comme ça, sans accompagnement, et du coup, tout le travail qu'a fait la productrice et le distributeur Ad Vitam pour enfin de panneaux d'accompagnement, de textes, etc., pour mettre en perspective et dire oui, on sait, l'auteur a été, enfin le réalisateur a été comment dire, il y a une plainte contre le réalisateur, etc. Donc oui, c'est aussi pour le public, quoi. Et de toute façon, voilà, l'exploitant étant le dernier maillon de la chaîne, de toute façon, le public va réagir dans un sens comme dans un autre. Il va pas passer tel film, il y aura certainement une partie du public qui va lui dire « Ah mais pourquoi vous passez pas ce film ?» Et d'un autre côté, voilà. Donc le mieux, c'est de toute façon contextualiser les choses et avoir la meilleure communication possible avec son public. Souvent, est-ce que les exploitants prennent en compte vraiment ce public, où ils ont vraiment leur direction et ensuite... Ah bah, j'espère que non, les exploitants, c'est leur métier d'être en contact avec le public, donc forcément, et dans les salles à essai d'autant plus, où il y a un dialogue permanent avec le public, qui peut même s'approprier les lieux, quelquefois, comme on voit à la Cinémathèque, les fervents spectateurs de la Cinémathèque sont un peu chez eux, et c'est pareil pour les salles de cinéma d'art et essai. Certains sont vraiment presque propriétaires de la salle, quoi. Donc, non, heureusement qu'il y a une prise en compte et puis de toute façon, même si on n'en tient pas compte, ça arrive directement, les commentaires, les accusations,
Donc, on ne peut pas ne pas tenir compte effectivement du public. C'est l'essence même d'un exploitant de salle de cinéma. Est-ce que vous souhaitez réagir sur l'exploitation ou... Ah non, j'exploite pas, alors je ne me permettrai pas de dire... Maintenant, on aimerait un peu parler de la cinémathèque et du rôle que peut avoir l'institution en étant prépondérante dans la question des films de patrimoine. On voit dans la presse qu'il y a une opposition idéologique entre deux mouvements de pensée. La position du directeur de la cinémathèque qui va parler de l'institution comme un musée et dont la mission principale est, je cite, de montrer toute l'histoire du cinéma et ne pas organiser des débats de société. À ces propos, la SRF, la Société des réalisateurs de films, coprésidée par Yann Gonzalez, Céline Sciamma et Rebecca Zlotowski, ont publié un communiqué déplorant que la Cinémathèque continue à, je cite, initier puis hystériser un débat auquel elle n'apporte hélas aucune perspective, comme si la dynamique de rétrospective la condamnait au passé et au seul musée. Et donc Frédéric Bonneau a répondu qu'un musée ne peut être soumis aux variations saisonnières des objets de scandale de la société. Là, c'est le féminisme, mais dans 2 ans, ce sera quoi? Il s'interroge. Donc, je voulais savoir quel était votre... Ce que je pense de ma hiérarchie. Non, pas des deux courants de pensée qu'il peut y avoir sur le rôle que doit avoir la Cinémathèque en tant qu'institution dans les films de patrimoine. Est-ce que se cantonner au titre de musée ou être un lieu de débat de société? C'est vrai qu'il y a des éléments assez problématiques dans les prises de parole qui ont eu lieu, à la fois, d'ailleurs, à la fois sur les spectateurs, puisque tu parlais des spectateurs tout à l'heure, il y a eu tendance à opposer de manière très nette ce qui serait les vrais cinéphiles chevronnés qui fréquenteraient de manière assidue les hauts lieux du 7e art, d'un côté, et qui auraient un vrai regard sur les œuvres cinématographiques, et puis de l'autre, en gros, la société civile, ou les spectatrices, autoristes féministes, dont le regard serait un petit peu trop chargé idéologiquement, et donc, par là même, serait un petit peu trop autoritaire, et n'aurait pas de... Voilà, et qu'on pourrait tout simplement ignorer. Donc, c'est évidemment problématique parce que la réalité n'est pas comme ça, et que on pourrait aussi dire que les tenants d'une approche très formaliste d'une œuvre sont aussi pétris d'idéologie. Et on voit bien d'ailleurs que, que le prestige d'une œuvre qui peut venir d'une réalisation formelle ou de la renommée de culte de son auteur empêche parfois de discuter des représentations que le film véhicule. Et on peut s'interroger sur est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'un positionnement idéologique là aussi. Donc, à la fois sur les spectateurs, il y a eu des débats qui montrent qu'il y a peut-être un travail encore à faire pour se défaire d'une vision très fantasmée en fait, des spectateurs. Et puis, j'ai un petit peu perdu le fil de ma pensée, mais effectivement, il y aurait une opposition qui est très marquée encore en France, mais entre les tenants d'une approche esthétique. Oui, puis l'esthétique primerait sur... Oui, et puis pour revenir au discours que vous rappeliez, il y a effectivement un paradoxe dans le fait de présenter une institution, une archive comme une forme qui serait une sorte de temple, qui serait dans une forme d'impermanence, et simultanément de s'ancrer et de se revendiquer de la politique des auteurs des années 50. C'est-à-dire que soit on est dans l'impermanence, soit on s'ancre historiquement, mais a priori on ne peut pas être les deux. Donc il y a eu des débats effectivement tempétueux, on va dire, lors de la couverture médiatique de la programmation
du Dernier Tango à Paris en décembre dernier à la Cinémathèque. Donc, mais il y a précédemment, les années précédentes, il y a eu d'autres affaires, notamment à l'occasion des programmations presque simultanées de Polanski et de Brissot. Et je pense que le communiqué de la SRF peut être daté plutôt de 2017 pour remettre un peu les choses dans la chronologie. Donc il y a effectivement, on le voit, une profession, une critique et des spectateurs qui effectivement questionnent effectivement la programmation et l'accompagnement des films à la Cinémathèque. Donc il y a ceci de particulier qu'elle quelle est la question, on va dire, des films problématiques ou abîmés. Dans une archive comme la Cinémathèque française, elle se pose forcément par rapport aux missions de l'institution, qui sont aussi de préserver, de restaurer et de valoriser un patrimoine cinématographique qui remonte au début du cinéma. Et donc, parfois d'ailleurs avec des copies argentiques, avec sous-titrage incrusté, dont les sous-titrages peuvent être, de par l'emploi et un vocabulaire employé, parfois aujourd'hui perçu comme offensant ou discriminant. Donc, c'est aussi des choses qu'une archive aussi peut avoir à gérer. Et donc, il y a effectivement une masse énorme de films qui véhiculent des œuvres cinématographiques qui véhiculent des valeurs sexistes, misogynes, homophobes, validistes, racistes, antisémites. Et puis il y a aussi tout un corpus de documents, de documentaires qui peuvent aujourd'hui être très problématiques. Ça peut être un documentaire sur la psychiatrie, qui est aujourd'hui gênant à voir, ou des documents montrant, de guerre, montrant des corps mutilés ou des cadavres. Enfin, il y a beaucoup de cas de figure où peut se poser la question de qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qui est insoutenable, qu'est-ce qu'on ne montre pas, etc. Après, la Cinémathèque se caractérise aussi par le fait qu'elle montre beaucoup de films à l'année, donc il y a 1500 projections à l'année, et puis on n'exploite pas des films pour le coup à la Cinémathèque, c'est pas le même film qui est montré 30 fois, et que matériellement il y a pas de possibilité de présenter, d'accompagner toutes ces séances, même si un tiers de ces programmations sont présentées ou accompagnées de débats, mais pour autant c'est une institution qui, comparée à peut-être un programmateur indépendant, est assez bien dotée, c'est-à-dire qu'en termes on a des ressources, on a des collections, on a accès à des spécialistes, on est en lien avec des écoles, des universités, donc on se devrait d'être effectivement irréprochable en matière de programmation et d'accompagnement. Après, qu'est-ce qu'une programmation éthique et comment on y arrive? Il y a évidemment des points de vue très divergents. En fait, on se pose, j'ai l'impression qu'on se confronte assez vite quand on pose la question de qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer, ou comment on le montre. En fait, on est souvent quand même face à du cas par cas. Et je trouve que ça pose quand même la question de qu'est-ce qu'un programmateur, qu'est-ce que l'acte de programmer, quelles sont les obligations en fait, d'un programmateur qui, à mon sens, doit pouvoir justifier de montrer quand il montre un film dit abîmé ou problématique et doit l'accompagner. Mais c'est assez compliqué. Encore une fois, qui décide qu'un film est suffisamment raciste pour pouvoir nécessiter un accompagnement, quand on sait que par ailleurs, les programmateurs ou les restaurateurs ou on va dire les décideurs dans ces domaines-là sont souvent majoritairement, à une écrasante majorité blancs, souvent des hommes, hétéros, cis. Donc c'est bien aussi, je pense, d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience de la subjectivité aussi de la programmation, parce qu'on a beau dire il faut contextualiser les films peut-être en accompagnant, en donnant des informations les plus objectives possibles et pour pas porter un jugement trop descendant sur un spectateur, mais en fait oui, la programmation comme la curation, c'est souvent c'est souvent un geste, c'est comme l'éditorialisation, c'est aussi subjectif, donc
voilà, ça pose la question de effectivement qui programme, et quelle est la responsabilité d'un programmateur. Est-ce que vous souhaitez réagir sur la question de la Cinémathèque en tant qu'institution? Je veux bien juste réécouter le truc sur l'hystérisation, là. J'aime bien l'utilisation du terme. Je pense que on peut peut-être s'attarder là-dessus. Ouais. Donc c'est le 10 novembre 2017 et ils avaient écrit dans le communiqué que la Cinémathèque contribue à initier puis hystériser un débat auquel elle n'apporte hélas aucune perspective, comme si sa dynamique de rétrospective la condamnait au passé, au seul musée. Il est intéressant ce terme d'hystérisation, même si c'était en 2017. C'est ça, oui. Parce qu'on sait quand même depuis maintenant quelques décennies que le terme hystérisation... Non, mais il était pris au deuxième degré. Absolument, non, mais oui, non, je suis bien d'accord. Mais je trouve que c'est intéressant parce que justement, on parlait de cette idée de responsabilité, de cette idée de... Tu parlais de la curation et du fait qu'on sait que... de la même manière que quand le mouvement des Guerrilla Girls pour les musées aux États-Unis s'est lancé, c'était pour dénoncer le fait qu'il y avait que des femmes, il y avait 78% de femmes modèles dans les œuvres des musées mondiaux, à poil, nues, parce que c'est tellement mieux une femme nue, mais que c'était 0,01%. Non, 0,1% des artistes représentés dans les musées qui étaient des femmes. Et aujourd'hui, je reviens à mon point de tout à l'heure, cette idée d'admettre le déséquilibre. On ne peut pas évoluer et on ne peut pas avancer dans ce débat sans passer par une phase où on va devoir verser de l'autre côté du déséquilibre pour admettre, regarder en face le fait qu'il y a une absence de représentation flagrante depuis des décennies. Ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, tous les personnages féminins au cinéma n'étaient pas des cruches ou des femmes en train de se faire violer ou des faire-valoir. Tous les noirs au cinéma n'étaient pas des faire-valoir ou le bon pote ou le braqueur de banque. Tous les homos n'étaient pas les meilleurs amis. Bon, les homos, c'est autre chose. Il fallait pas trop être homo. Fallait pas trop être communiste non plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on a une génération tout entière et des penseurs et des universitaires qui font face à une réalité, qui essayent de dire il y a un problème. Il y a un problème de représentation du monde, de nos sociétés, dans le paysage audiovisuel. Il y a un problème d'équilibre au quotidien dans la fabrique du cinéma. Il y a un problème de représentation et d'équilibre et d'équité dans tous les rouages qui permettent justement de sélectionner un film, de le montrer, de le financer. Je vous donne juste un tout petit exemple. Quand j'entends là que on hystérise le débat, mais que la réponse c'est oui, aujourd'hui c'est le féminisme et dans 2 ans ce sera autre chose, comme si le féminisme était une espèce d'épiphénomène. Hein. C'est un peu comme les pompes à plateforme, ça va passer. C'est vraiment juste un truc. Ouais, je sais pas, c'est un trend TikTok le féminisme. Je me pose la question en fait de l'admission d'une problématique aujourd'hui. Le féminisme ne va pas passer. Les luttes pour les droits des LGBTQIA+, I, j'en ai oublié, ne va pas passer. On a aujourd'hui la nécessité de rééquilibrer avec excès, je pense, et donc d'aller donner de la place à un autre segment de la population artistique. Je sais pas si j'ai tout couvert là, mais il me semble quand même là qu'il y a quelque chose. Je crois que Benoît Jacot n'est peut-être pas
ne manquera peut-être pas au paysage cinématographique. Je ne suis pas certaine que les films de Benoît Jacot soient si déments, ouf, genre life-changing. Je ne suis pas certaine, en fait, que le cinéma de Benoît Jacot manque et que ne pas le programmer et programmer plutôt des films plus intéressants d'autres équipes et d'autres réalisateurs, je ne crois pas que ce soit manquer de respect au 7e art. Et je ne crois pas non plus que tout Polanski, certes, il a fait des super films, mais il a fait aussi des très mauvais films, des films très médiocres, qui passent, qui sont financés parce que c'est Polanski. À quel moment, en fait, est-ce que... Écoute, regarde le film, je me souviens... Le dernier, bon, c'était un peu une catastrophe. Lequel? Le dernier, je me souviens plus, après J'accuse. Non, J'accuse est quand même, voilà, a été un gros succès, mais... Je me permets de vous renvoyer à un article que j'ai fait sur J'accuse, qui pour moi est un monument de masculinisme. Mais c'est Ah, un mais très je suis mauvais d'accord. film. Ah, je suis entièrement d'accord. Et puis c'est... J'ai Ah, dit je que... croyais vous... Ah non, 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 je disais que son dernier film, après J'accuse, a enfin, voilà, n'a pas du tout, été sorti en ouais, catimini c'est et... public, Oui, oui. oui, oui. Mais regarde, J'accuse, c'est quoi? C'est un film qui a marché. Pourquoi? Parce que on est en train de parler de Dreyfus et qu'on sait que Dreyfus est un immense problème en France. Ce film est mauvais. Il représente l'affaire Dreyfus de manière cataclysmique. Je suis bien placée pour le savoir. J'ai fait mon mémoire là-dessus. Le seul truc qu'il aurait pu faire, c'est parler de la femme qui a vraiment sauvé le capitaine Dreyfus et qui a été invisibilisé au profit de Zola. Il le fait pas. Ce film est un téléfilm avec beaucoup de moyens voilà. Et puis avant, il a fait quoi? Il a pris le bouquin de Delphine de Vigan, qui est un chef-d'œuvre, qui est hyper intéressant sur la complexité de la psychologie féminine, avec des anti-héroïnes absolument géniales. Et il en a fait un torchon. Pourquoi? Parce qu'il a rien compris. Le mec a rien compris. On n'a pas lu le même bouquin. Et il a fait un truc qui a été présenté à Cannes et que j'ai regardé en me disant mais what the fuck? Alors qu'à côté de ça, je sais plus qui, les Filles du Soleil. Et donc lui, il a eu une standing ovation à Cannes et les Filles du Soleil s'est pris qui n'est peut-être pas un immense chef-d'œuvre, mais qui était au moins aussi bon que l'adaptation du film de Delphine de Vigan, au moins aussi bon. Les Filles du Soleil s'est pris des huées par des critiques de cinéma blancs de plus de 50 ans, 6. J'en peux plus. Donc, je reviens toujours à ce truc. Je pense que la question aujourd'hui, ça n'est pas de savoir si on néglige un devoir de mémoire du cinéma patrimonial, mais plus de se dire, quand je vais au musée et que je vois toutes ces œuvres de mecs dont, pardon, mais la plupart sont moyennes. Alors, je suis pas peintre, ils peignent mieux que moi, mais c'est moyen. Et eux, ils ont de la place. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas rééquilibrer avec des œuvres de tous ces autres segments de la population, dont font partie les femmes, mais pas que, et juste remonter un peu les standards. C'est-à-dire que c'est facile pour toutes ces œuvres d'avoir autant de place si le standard de sélection à la base, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes et pas assez de personnes racialisées et pas assez de personnes atypiques, différentes, pour venir remplir les salles de projection et les murs des musées. Je fais la parallèle des musées à cause de machin là. Merci beaucoup. Merci. Du coup, je vais avancer sur le troisième point parce que vous commencez à en parler vous-même. En fait, c'est quelle est la responsabilité des festivals, des exploitants, des distributeurs, des diffuseurs, en fait, dans la protection des publics. Comment est-ce qu'on protège ces publics? Est-ce qu'on a un devoir de les éduquer, quand ils sont jeunes, pour développer un esprit critique? Est-ce qu'ils ont un devoir aussi de prévenir? Donc, on a évidemment la commission CNC de classification des films, qui, elle, se charge
de classer les films avant leur sortie. Les films de patrimoine, peut-être vous me l'apprendrez, mais ne sont pas classés, en tout cas. Je ne sais pas si à la Cinémathèque, vous avez un système de classification interne, par exemple. En tout cas, quels sont les moyens qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'il y en a qui existent déjà? Voilà, je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole, par exemple, Béatrice. Je sais pas, c'est vrai que le terme de protection du public, c'est, comment dire, je sais pas si c'est le terme qu'il faudrait utiliser, mais en tout cas, oui, c'est tout ce qu'on a dit, c'est que on peut, enfin, et par rapport à tout ce qui a été dit avant, effectivement, il y a une certaine, enfin, il y a des poches de résistance par rapport à tout ce qu'on veut mettre en avant, qui sont vraiment très fortes. Et on ne peut pas opposer, effectivement, comment dire, patrimoine cinématographique et attention à ce qu'on montre. Et est-ce qu'on peut tout montrer comme ça sans le contextualiser effectivement, en France, il y a cette politique des auteurs qui est très forte. Alors, oui, c'est vrai qu'en France, c'est l'auteur, le réalisateur qui est un petit peu le maître de son œuvre, alors qu'aux États-Unis, il y a plus de personnes, enfin, le producteur a plus de pouvoir, etc. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaie de dire à ces poches de résistance, c'est effectivement que on ne peut pas opposer un patrimoine cinématographique et des œuvres et vouloir complètement les effacer à ce qu'on veut montrer aujourd'hui ou ne pas montrer. Enfin, ça me paraît complètement, comment dire, voilà, c'est un débat qui est soit blanc soit noir. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. En tout cas, tout ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, on peut, en tant que programmateur d'un musée ou d'un cinéma ou d'une cinémathèque, choisir ce qu'on montre à son public. Et en tout cas, si on considérer que certaines œuvres peuvent pas être... on peut choisir de montrer une œuvre pour plein de raisons, et quand même avertir son public que on n'est pas d'accord avec tel ou tel ce qu'a pu faire son auteur ou telle ou telle façon de voir les choses. En ce qui concerne le jeune public, alors c'est pareil, on ne peut pas non plus laisser perdurer des stéréotypes, parce que le jeune public se nourrit aussi et les jeunes enfants en général reproduisent un petit peu ce qu'on leur montre et ce qu'on leur montre à voir. Donc là, dans ce cas-là, d'autant plus, il faut contextualiser, accompagner. Alors dans les salles de cinéma réessai, il y a ce qu'on appelle les dispositifs d'éducation à l'image, où on montre un certain nombre de films du patrimoine qui sont accompagnés la plupart du temps par des animateurs, des animatrices. Effectivement, quand on considère que le personnage féminin n'a pas vraiment, est stéréotypé, ou c'est aussi le travail du passeur de contextualiser les choses, de montrer au jeune public que non, aujourd'hui, effectivement, on ne peut plus accepter que les personnages féminins soient montrés de telle façon, ou le personnage du noir soit le jardinier, ou uniquement, je sais pas, en tout cas, contextualiser les choses, et c'est le rôle aussi des animateurs et des animatrices jeunes publics dans les salles à essai. Et la question, effectivement, de qui montre les films, qui les choisit, qui est animateur ou animatrice jeune public, effectivement, s'il n'y a que des... Et la question du partage du pouvoir, là, prend aussi tout son sens, quoi. Effectivement, plus il y aura de femmes, de personnes issues de la diversité sociale ou ethnique qui seront programmateurs, programmatrices, et on le voit dans les personnes aussi qui accompagnent les films, les animateurs, animatrices jeunes publics,
quand c'est des animatrices, elles se disent ah bah, tout de suite, voilà, je fais attention à aussi qui est l'intervenant ou l'intervenante que j'invite pour comment dire, équilibrer les choses. Alors que bon, certaines personnes ne font pas moins attention à ce genre de sujet. Donc effectivement, dans le futur, pour essayer, je pense que plus on permettra une parité, une diversité, plus des auteurs, des réalisateurs, des réalisatrices s'intéresseront aussi à d'autres sujets et montreront d'autres sujets, d'autres façons de voir, plus, moins on aura ces problématiques. Est-ce que vous pensez que les programmes d'éducation à l'image comme École et Cinéma sont pas assez ambitieux, pas assez... Ah bah ça c'est un autre sujet, mais effectivement là ils sont très dans la ligne de mire parce que, enfin pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais des problèmes d'éducation nationale qui a des priorités qui ne sont pas celles de l'éducation artistique et culturelle qui est pourtant mise voilà, en avant dans tous les programmes, ne serait-ce de Macron et enfin à l'échelle présidentielle, mais sur le terrain les choses voilà, sont très problématiques. Et notamment tout ce qui est, enfin nous ce qui nous paraît essentiel, c'est justement la formation des professeurs et qui est remise en cause là pour des questions mais vraiment qui n'ont rien à voir. C'est que la priorité d'un ancien ministre de l'Éducation nationale, c'était qu'il fallait un prof devant chaque classe et que il y a un guide qui est paru, voilà, et donc les formations des professeurs ne peuvent se faire que hors temps scolaire, donc ça fait des heures sup pour les profs qui ne sont pas payés. Il y a des collectivités territoriales qui se désengagent des financements. Donc oui, aujourd'hui, ça c'est pour un autre sujet, mais l'éducation aux images est vraiment remise en cause et c'est là où il faudrait... Enfin, l'éducation aux images a deux intérêts, c'est-à-dire un intérêt pour éduquer, entre guillemets, les jeunes générations pour être des spectateurs de demain, mais aussi pour être des spectateurs conscients, critiques, aiguiser leur regard critique sur... Et donc en faire, c'est un peu... Mais en tout cas, les aider à ce qu'ils deviennent des citoyens éclairés, qui puissent participer voilà, à la vie citoyenne avec les meilleures dans de meilleures conditions, on va dire, et aussi, du coup, participer à ce débat de société et à ces avancées de société qui sont effectivement la parité, plus d'inclusion. Merci. Florence, peut-être, vous voulez reprendre sur donc, la responsabilité des programmateurs et comment protéger son public, si jamais, pour vous, c'est une mission... Oui, bah en tout cas, enfin, moi je peux peut-être parler plus en tant que commissaire d'exposition pour le coup, parce que je suis confrontée aussi quand je fais des expositions à des archives qui sont très belles, mais et qui peuvent aussi comporter par exemple des propos sexistes. Ça a été le cas quand j'ai fait l'exposition sur Agnès Varda. Et c'est un document que j'ai choisi de montrer. C'était une critique de cinéma écrite par Jean-Luc Godard sur Claude 5 à 7. Donc une critique manuscrite. Voilà. Et donc qui faisait une analyse très littéraire et à la fois assez éclairée, enfin très éclairée du film, tout en traitant la cinéaste de femelle à la fin de son texte. Et donc moi j'ai choisi de mettre cette archive tout en contextualisant voilà, et en nommant le caractère misogyne aussi de l'auteur. Et ça me vient naturellement et ça me semble assez important de le faire. Et dans le cadre de la préparation de l'exposition dédiée à Marilyn Monroe, sur laquelle je travaille en ce moment et qui aura lieu l'année prochaine à l'occasion du centenaire de sa naissance, il y a un cas, mais il pourrait y en avoir d'autres, mais un cas d'un film montrant une agression sexuelle, donc en l'occurrence La rivière sans retour,
c'est le type de scène qu'on voit dans à peu près 50% de l'histoire du cinéma en même temps. C'est cette scène où il y a une agression sexuelle qui est montrée comme le prélude d'une histoire romantique. Et donc cette scène où cette femme se débat face à un homme qui fait 30 cm de plus et 30 kg de plus qu'elle, et pour découvrir finalement au bout d'un moment qu'elle est éperdument amoureuse de son agresseur. Et là, moi, je choisis alors pas montrer la scène pour le coup parce que je suis obligée de faire des ellipses, mais en tout cas de montrer une affiche qui reprend en fait cette scène-là. Donc, ce qui dit aussi beaucoup d'usage passé des distributeurs, des promoteurs de films. Et donc je choisis de parler aussi, de parler de représentation. Et c'est ce que j'essaye de faire, à mon niveau dans mon travail, d'à la fois de faire des analyses, des représentations, d'avoir un discours critique sur les représentations que les films véhiculent, tout en analysant aussi le cinéma comme art de la mise en scène, ce qui ne va pas être trop le cas de cette exposition sur Marilyn Monroe, mais en l'occurrence, moi, je vais essayer plutôt de me concentrer sur une analyse de son jeu d'actrice, d'essayer pas seulement de la prendre comme star, même si ça sera intéressant aussi de déployer un discours sur Marilyn Monroe comme star et comment on la perçoit, mais aussi comme actrice, et essayer de voir en quoi elle est aussi quelqu'un une actrice qui a une capacité d'incarnation, une capacité de composition, et contrairement à ce qui est souvent dit d'elle, d'être juste elle-même à l'écran, juste avec sa plastique. Donc moi, au sein de mon travail en tant que commissaire, je légende, ou en tout cas j'écris des textes qui accompagnent l'exposition, et pour moi c'est pas me confronter à cette histoire-là du cinéma, je le vis pas du tout comme un fardeau, je le vis comme un vrai défi et des opportunités aussi pédagogiques en fait, de transmission pour tout public d'ailleurs, en considérant que la curation, la programmation, c'est peut-être l'enseignement aussi, c'est pas transmettre une histoire canonique qui est immuable à l'infini, mais d'essayer de développer un discours critique chez les spectateurs. Voilà. Avant de donner la parole à Marie-Noëlle, je voulais faire un petit point sur justement ces techniques de protection. Donc on a parlé de la remise en contexte, on a parlé du fait d'éduquer les publics, donc notamment les jeunes. Il y a aussi donc, des avertissements qui peuvent être mis, donc, qui sont en train de disparaître aux États-Unis, mais notamment Disney+ et HBO avaient commencé à mettre des petits avertissements, notamment pour les propos racistes dans certains des films sur leur plateforme. Et donc, du coup, Marie-Noëlle, vous qui êtes plus avocate du fait, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin, est-ce que c'est cette mémoire-là qu'on va entretenir? Est-ce que pour vous, ces mises en contexte-là, elles sont suffisantes? Il y a 2 ans, je pense que la mise en contexte historique, sociale, cinématographique d'une œuvre, elle est hyper importante, et qu'elle est essentielle, et que ça, c'est le travail des instances de cinéma, des lieux de cinéma qui ont vocation à montrer des films, et dans le cas du cinéma de patrimoine, de faire perdurer une mémoire d'œuvres passées. Quand on parle de protection des publics, je pense que c'est important de remettre le contexte de l'époque dans laquelle on est, qui est une époque où pour la première fois, je reviens à ce que je disais au tout départ, on a compris que les traumatismes ont sur la santé mentale un impact désastreux. C'est la première fois que l'imagerie scientifique vient corroborer ce que, je ne veux pas jouer les psychanalystes de comptoir, mais on est à un moment incroyable de l'histoire des sciences qui vient corroborer le fait que des traumatismes sont physiquement, ont un impact, pas juste sur oh là là, violence sexuelle, je subis les affres de... Non, ça vient en fait toucher l'intégrité physique
biologiques, physiologiques, mentales des êtres humains. Les traumatismes sont, on le sait maintenant grâce à l'imagerie médicale et aux travaux des 50 dernières années sur l'ADN, on sait que les traumatismes sont héréditaires, c'est-à-dire qu'ils se transmettent génétiquement. Quand on parle de protéger des publics, on n'est pas en train de dire protéger des publics de... Enfin, il me semble en tout cas. On n'est pas en train de dire qu'il faut protéger les gens des méchants pas beaux. On est en train de dire que pour la première fois dans l'histoire de nos sociétés, on a compris que si je me suis fait violer à 14 ans ou à 6 ans et que je vois, trigger warning, des films où une femme se fait violer, si je me suis fait, trigger warning, taper sur la gueule enfant et que je vois un film où un gamin se prend des baignes monstrueuses et vole à travers la salle, eh bien, il y a le risque que des choses pas réglées s'ouvrent comme si on ouvrait une plaie béante et qu'on versait du sel dessus. Et il y a aussi le risque d'un basculement physique et mental vers un déséquilibre absolu. Je ne crois pas que ce soit protéger le public de choses problématiques dans l'histoire du cinéma que de mettre en place des trigger warnings très clairs et qui contribuent à aller vers une admission du problème. Je reviens toujours au truc, c'est qu'il y a un problème et qu'aujourd'hui, on est en train de faire comme si on pouvait remettre en question ce problème. Non, il y a un vrai problème, il y a un vrai déséquilibre, il y a des vraies conséquences aux choses. Et en fait, protéger les publics, c'est faire en sorte qu'on n'ait pas 3 générations là qui sont pour la première fois en train de faire face à leur traumatisme et qui basculent dans une espèce de folie collective, à défaut d'hystérie collective. Merci beaucoup. Au revoir. On va passer à la conclusion. Donc, je vais poser une dernière question un peu plus générale et on va faire un dernier tour de table. Donc, dans la situation politique actuelle, vous en parlez, de notre international, sur notre question, avec l'exemple de Disney+, qui par exemple aux États-Unis s'est aligné sur la politique anti-woke de Donald Trump et a supprimé les messages avant les films dits problématiques. Donc, question un peu générale, est-ce que vous pensez qu'en France, il faut aller jusqu'à instaurer une obligation légale de mise en contexte? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Est-ce que vous avez des recommandations face à ce climat international? Un dernier tour de table. Et après, on laissera, si vous avez des questions, préparez-les, on conclura. J'espère déjà ça. que la situation aux États-Unis ne va pas arriver en France et que c'est vrai qu'il y a des intérêts économiques énormes avec des géants qui peuvent prendre des décisions. J'espère que le pouvoir est un peu plus morcelé en France et que qu'on n'en arrivera pas assez. Mais bon, pour parler de la situation, on va pas commencer un débat sur la situation internationale parce que bon. Mais en tout cas, par rapport à ça, un devoir de contextualisation, pourquoi pas, mais comment le mettre en place, quels sont les critères, ça me paraît concrètement assez compliqué de manière législative à imposer ce genre de choses. Le CNC avec la classification de ces films, ce serait est-ce qu'on pourrait classifier les films de patrimoine français ou européen et après c'est de normaliser en fait ces systèmes de mise en contexte, puisque du coup là par exemple les films avec des propos racistes sur Disney+, actuellement vu qu'il n'y a plus le message d'avertissement aux États-Unis, il n'est plus non plus en France. Voilà. C'est ce genre de problème-là. Classifier les films, est-ce que ce serait une option? Est-ce que c'est concrètement réalisable? Il y a trop de films peut-être aussi qu'on faire. Déjà, alors les films qui sortent en salle, pardon. Ouais. Dans la commission du CNC sur les baisses à la vidéo, et là systématiquement il y a des avertissements. Oui. Non seulement un avertissement qui est fait, qui suit l'échelle des usages, mais aussi un contexte qui
tous ces problèmes de société et un vrai travail que tous les éditeurs vidéo font ça depuis longue date. Je pense que c'est pour ça que leur public apprécie énormément le travail qui est fait, de mettre l'œuvre dans sa perspective. Donc de ne pas laisser les publics face à un fichier d'une plateforme qui va le diffuser avec juste peut-être un âge limite et c'est tout, mais d'aller au-delà et d'offrir cet espace-là de débat. Après, on peut discuter des figures qui sont sollicitées, qui fait quoi, qui dit quoi, est-ce que c'est des femmes, est-ce que c'est des hommes. Le débat est aussi ouvert, mais il baigne aussi dans un écosystème où le choix n'est pas toujours évident à faire. Et ça, on peut y discuter, mais l'effort est pleinement là. Et je pense que ce que vous dites, accompagner, obliger, je pense que les acteurs le font déjà, en fait. Ils ont déjà conscientisé qu'on ne peut pas laisser l'œuvre comme ça proposée sans un accompagnement, quel que soit d'ailleurs aujourd'hui. Alors ça, c'est pour les œuvres qui sont rééditées là en vidéo VOD. Ça peut être pour les œuvres qui ressortent en salle. Après, bon, ça me paraît très compliqué d'aller classifier toutes les œuvres du patrimoine qui existent, qui sont disponibles, en tout cas qui sont dans les archives, soit de Bois d'Arcy, soit des cinémathèques. Bon, ça serait un travail titanesque. Je pense pas que... mais bon, voir à l'occasion des ressorties, effectivement, tout ça est déjà à l'occasion d'une ressortie de film en salle, forcément, il y a, il passe quand même, voilà, certains guichets, et donc forcément, il y a tout ce que tu disais. Après, sur l'ensemble des œuvres patrimoniales, ça me paraît compliqué et je pense pas qu'il y ait des... Malheureusement, bon, c'est une idée un peu triviale, mais on sera confronté à des limites budgétaires là, qui sont déjà... qui manquent déjà un peu partout. Vous en pensez quoi, Florence ? Oui, c'est vrai, la situation politique nationale et internationale est assez affligeante et angoissante, que ce soit en termes d'annonce de coûts budgétaires ou de la banalisation des idées de l'extrême droite. Bon, après, voilà, je trouve qu'on voit quand même pas mal d'exemples, et peut-être l'affaire du dernier tango à Paris en est un, de la force aussi des mobilisations féministes et comment voilà, ces mouvements où la mutualisation et le militantisme peuvent aussi voilà, infléchir des décisions et en tout cas je pense que en tout cas au collectif 50-50 voilà, on reste très mobilisés avec de plus en plus une volonté de penser les questions de parité et d'égalité dans une approche intersectionnelle et en travaillant aussi sur des questions d'inclusion, notamment ethno-raciale. Donc c'est des sujets qu'on porte de plus en plus. Voilà, en interassociatif et aussi auprès de nos différents partenaires, que ce soit le CNC, ministère de la Culture ou les autres institutions ou organismes avec lesquels on travaille. Donc je pense que ça peut être une bonne voie pour se sentir mieux aussi d'œuvrer aussi collectivement pour essayer de faire bouger encore plus les lignes. Vous pouvez nous rejoindre au collectif 50-50. On peut adhérer en tant qu'étudiant. Vous pouvez adhérer en tant qu'étudiant, il y a un tarif étudiant et voilà. Le mot de la fin, Marie-Noël, c'est quelque chose à rajouter? J'ai pas déjà eu le mot de la fin l'année dernière. Je crois que ce serait bien de finir sur la question du politique au cinéma et de l'impact sur la conception qu'on a du monde. On sait que les films ont un impact qui dépasse grandement ce que d'aucuns voudraient dire, enfin ce à quoi les gens peut-être le cantonnent en se disant voilà, un film c'est un film.
Non, je pense que je pense que les films changent les vies, changent les regards. Et, et là, c'est l'américaine qui parle. Pendant des décennies, on a eu des westerns avec des cow-boys et des Indiens. Des milliers de westerns produits, distribués, encensés, glorifiés. Et c'est cette glorification et cette caractérisation des cow-boys et des Indiens qui a permis ce qui a été fait pendant des décennies et des décennies. Donc je pense que le cinéma, faire un film, écrire un film, regarder un film, distribuer un film, montrer un film, c'est un acte politique. Et je ne crois pas... je crois pas juste au cinéma l'art pour l'art. Voilà, c'est personnel. Hein. Moi, je pense que le cinéma change la vie, change le réel, change notre manière de regarder le réel et change notre manière de nous regarder nous-mêmes. Donc, je pense que tout ce qui a trait à l'art est une responsabilité politique, quel que soit le côté de l'expérience où on se place. Et je pense aux natifs américains, et je pense aux femmes, et je pense aux noirs, et je pense, voilà, je crois pas qu'on serait là où on est encore si on n'avait pas réduit politiquement l'image et la représentation de tous ces segments de la population dans le cinéma. Donc, j'aimais bien le mot plus positif de la fin. Là, tu avais un côté très optimiste de ouais, je pense que tous ensemble, en fait, on doit changer les choses, mais on doit se souvenir que tout est politique. Ça n'existe pas de regarder un film. Ouais, et malheureusement, il faut aussi voilà, préserver le cinéma tel qu'on le connaît, tel qu'on peut le faire en France, tel qu'on peut le voir en France, parce que là, en effet, voilà, on doit se battre quand même quotidiennement face à l'inspection générale des finances, d'une part, la Cour des comptes d'autre part, pour expliquer ce qu'on fait, l'importance pour la société, et de plus en plus ce discours a du mal à être entendu quand même dans certaines instances où la rentabilité à court terme, parce que le cinéma est quand même une industrie qui est aussi une industrie et donc qui a sa place dans l'économie quand même, mais ça, le faire entendre et faire entendre pourquoi cet écosystème est aussi... voilà, ça devient aussi de plus en plus difficile. Donc, déjà, avant ça, essayons de préserver le cinéma tel qu'on peut le faire et le voir. Ça participe de ce que tu disais aussi avec les extrémismes qui montent aussi en France et en Europe. C'est de plus en plus difficile dans des commissions aussi régionales de financement. Quelquefois, les commissionnaires doivent justifier de plus en plus face à des élus d'extrême droite pourquoi ils financent tel film parce que les idées sont pas les idées que eux veulent promouvoir et déjà rien que voilà. Après, je parlais des Indiens et des Indiens et des cow-boys, mais c'est parce que j'étais face à deux producteurs qui voulaient que je leur pitch des idées de films, de scénarios, en tant que scénariste donc, et qui m'ont dit à un moment, alors juste la seule chose, c'est que là, plus de violence, plus de trucs sexistes et sexuels, les violences sur les femmes, là, c'est bon. J'ai fait, c'est bon, c'est-à-dire, c'est bon, comment ça? Et ils m'ont dit que là, le public en avait marre. Alors, on a toujours quand même une énorme problématique au quotidien en France. Là, je parle vraiment de l'Hexagone. Hein. Mais le public en aurait marre. Donc, si le public en a marre,
Alors, est-ce que c'est le public qui en a marre ou est-ce que c'est les producteurs qui sont des hommes blancs cis de plus de 50 ans, en l'occurrence là. Je sais pas en fait qui en a marre. Comment est-ce qu'on peut en avoir marre d'une situation qui est toujours pas résolue et qui est un problème absolument prégnant dans toutes les classes de la société française? Est-ce qu'on en a marre du racisme? Est-ce qu'on en a marre de l'homophobie? Ça fait chier, c'est vrai, franchement, c'est des sujets, c'est plombant, quoi. Après, la guerre dans le monde aux 20h tous les jours, ça n'est pas un problème. Donc, je sais pas, moi, je me pose beaucoup de questions, j'en reviens quand même à ce truc de tout est politique, et je crois que si on perd cette conscience politique et cette flamme qui dit je ne vais rien regarder de manière neutre ou tiède, je ne vais rien faire, programmer de manière neutre ou tiède, et je vais m'engager, je pense qu'on a peut-être une chance de pas finir comme les États-Unis d'Amérique en ce moment. Mais c'est pas sûr. On était presque sur le mot positif. Oui, voilà. Faut pas déconner. Merci beaucoup. Merci. On peut